Bienvenue, je contrôle que j'ai allumé le micro. Bienvenue aux assises de la copropriété et de la gestion locative de la FNAIM Var. Donc bienvenue, alors je vais déroger un petit peu, d'habitude on présente le président, mais c'est Arnaud Coll qui va animer cette matinée, accompagné du président de la FNAIM, David Garavagno. Bonjour Arnaud. Bonjour Eric. En forme? Parfaitement. Prêt pour ces 2 heures, 2 heures et demie? 3 heures, une belle matinée dédiée à la copropriété, aux actualités, à une bonne matinée bien riche, oui. On donne la parole au président? Bien sûr. Président, bienvenue sur le plateau et c'est à vous. Merci Eric pour cet accueil, merci bien sûr pour cet accueil dans ces locaux aussi de l'Impact TV qui est une structure qui nous plaît de plus en plus, qui nous propose des retransmissions de qualité. Alors, je me présente, donc David Garavagno, j'ai la joie et l'honneur de présider la FNAIM du Var depuis maintenant un peu plus de 2 ans et je souhaitais, je suis d'une part aussi très heureux d'être sur cette manifestation organisée, je le dirai tout à l'heure, par 2 excellents présidents et j'ai donc l'honneur d'ouvrir cet événement, cette 2e édition des Assises de la copropriété et cette fois-ci de la gestion locative. Alors c'est un événement qui est à l'attention du grand public, de nos adhérents et de leurs collaborateurs. Alors rapidement pour le grand public, la FNAIM c'est le premier syndicat professionnel patronal en France et bien entendu dans le Var. Dans le Var, nous avons 400 agences implantées dans tout le département et 2500 collaborateurs qui au quotidien travaillent sur les métiers de l'immobilier. Le fait d'être incontournable, le législateur nous consulte fréquemment, ça c'est très important. On est aussi considéré comme tiers de confiance dans pas mal d'opérations réalisées dans nos cabinets. Et ça c'est aussi pour nous un gage de compétence. Et lorsque vous faites appel à une agence de la FNAIM, bien entendu, c'est un gage de sérieux, de compétence et de proximité. Je vais insister sur le mot proximité parce que tous nos professionnels ont pris le virage, bien entendu, de la digitalisation. Il n'y a plus de sujet, hein. Ouais. Mais nos agences, en grande majorité, sont installés dans les centres-villes, dans les cœurs de ville, en tout cas proximité de nos clients. Et ça, c'est aussi, à mon sens, une force que nous proposons aux clients des agences de la FNAIM. Avant de laisser la parole aux intervenants, bien sûr, je tenais à remercier très très sincèrement Arnaud Coll et Patrice Bail, tous 2 coprésidents, tous 2 présidents des commissions syndic et gestion locative à la FNAIM du Var, sans oublier bien entendu les membres de leur commission qui ont travaillé activement sur ce sujet, mais ils seront, j'imagine, remerciés et soulignés tout à l'heure. Donc je remercie l'ensemble des administrateurs de la Chambre FNAIM du Var, et puis je déclare donc ouverte ces 2e assises de la copropriété et de la gestion locative, et je souhaite une très belle matinée à tous. Merci Président. Eh bien Arnaud. Alors on va attaquer, on va commencer. Juste avant, si vous me permettez, je voudrais juste dire un petit mot dans la continuité de ce que vient de dire David. Je suis effectivement très heureux en tant que président de la commission syndic de la FNAIM du Var et membre de la commission FNAIM nationale d'organiser pour la 2e fois cet événement. Je dois le dire, c'est un événement qui nous tient à cœur, à moi et aux membres de la commission, que je présenterai bien évidemment tout de suite. C'est un élément important parce que, comme l'a dit David, c'est un des événements de notre chambre à destination du grand public. Et on a besoin, dans notre métier de syndic, dans notre métier de gestionnaire de copropriété, d'établir un lien régulier avec nos clients. Alors ce lien, nous l'avons tout au long de l'année. On l'a lors des conseils syndicaux, on l'a lors des visites des immeubles que nous gérons et bien évidemment lors des assemblées générales. Mais c'est important de prendre ce moment hors contexte justement de travail pour transmettre des informations et même potentiellement, si j'osais dire, de la formation à la destination de nos clients. Voilà, encore une fois, donc je suis content de cet événement. Je regrette, comme tout le monde, qu'il n'ait pas pu se tenir en présentiel. Nous l'avons programmé depuis le mois de mai, nous ne connaissions pas les conditions sanitaires d'octobre et on espère en tout cas que l'année prochaine, on pourra faire cet événement en présence avec tout le monde dans la salle. Avant de débuter, donc, je voudrais juste présenter les membres de la commission. On est nombreux. Nous avons Magali Mézou, qui intervient tout de suite avec moi dans le premier atelier. Nous aurons ensuite Anne-Charlotte Reich, Mehdi Viardot et Michel Schilassi. Donc voilà, vous avez avec mes confrères les 5 membres de la commission syndic de la Chambre du Var. Donc, si tu veux bien, Eric, on peut effectivement commencer par le premier atelier. Eh bien, on va commencer par le premier atelier qui est ma prime rénovation et copro verte. Exactement. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est et pour ça on va accueillir Magali Mézou, Lidéric Laureau, oui, de la société Eleven et Philippe Bénistri de la société Tolins. Alors effectivement,
l'enjeu de l'éco-rénovation, c'est plus... enfin, tout le monde le sait, c'est un enjeu indéniable pour le patrimoine et le bâtiment. Nous allons tout de suite commencer avec la loi climat et résilience. On va parler un petit peu des nouveautés qui attendent nos copropriétaires, les syndics, avec cette nouvelle loi. Et on parlera tout de suite après des primes et des enjeux avec nos intervenants. Juste avant et en quelques mots, climat et résilience, ça veut dire quoi? Cette loi, c'est quoi? C'est une loi qui vient d'être... Alors, je vais juste ressortir mes notes parce que je ne connais pas toutes les dates par cœur, mais elles sont là, bien évidemment. 22 août dernier. Voilà, je sais que c'est 21, récent. 22 dernier, 22, on est d'accord. Et la résilience, c'est en gros, on va sanctionner le non-respect des règles que l'on va établir qui ont été établies dans cette loi. Et donc aujourd'hui, en gros, c'est on avance, mais si on n'avance pas, il y aura des sanctions. Et notamment, on le voit bien, nous, dans le logement, avec la réforme du DPE, qui a soulevé de grosses difficultés, mais ça sera développé dans la l'objet d'un autre atelier. Il faut savoir, Eric, tu le soulèves, 44% de l'énergie consommée en France est destinée aux bâtiments. 44%, quasiment la moitié de l'énergie est destinée aux bâtiments. Et les bâtiments génèrent 22% des gaz à effet de serre produits en France. Donc vraiment, il y a un enjeu. Le patrimoine des copropriétés, c'est des patrimoines, pour certains, anciens, pour autant bien entretenu, mais ancien et qui ne correspond plus aux normes d'isolation. Et donc on a ce défi devant nous et il faut l'intégrer dans la loi. Et donc Magali, je te laisse la parole pour que tu nous présentes... Bonjour Magali. Bonjour. Ça va? Très bien. Détendu? Un petit peu stressé, hein, le format est particulier, donc, mais ça va très bien se passer. Oui. Voilà. Donc Arnaud a abordé le sujet, vous l'avez dit, loi climat et résilience du 22 août 2021. Donc c'est une loi qui impacte diverses branches du droit, dont le droit de la copropriété, avec la mise en place du plan pluriannuel de travaux. Alors c'est un plan qui avait déjà été évoqué par la loi Allure de 2014. C'était les prémices, mais là la loi climat et résilience le concrétise et met en place les règles d'établissement du plan pluriannuel de travaux. Donc c'est un plan qui établit sur 10 ans les travaux qui doivent être engagés par les copropriétés, avec 3 grands axes. C'est la santé et la sécurité des résidents, les travaux dits à économie d'énergie et les travaux pouvant sauvegarder l'immeuble. Sauvegarder l'immeuble. Sauvegarder l'immeuble, c'est-à-dire que ça concerne des immeubles qui auraient, on va dire, des problèmes structurels. C'est pas la majorité du patrimoine en France. Il vaut mieux. Voilà. Il vaut mieux. Voilà. Mais voilà, on va dire que le grand axe quand même, ce sont les travaux à économie d'énergie. Et la loi climat et résilience également, avec le PPT, va obliger toutes les copropriétés à mettre en place des DPE collectifs. Jusqu'à présent, ça ne concernait que les copropriétés ayant des chauffages collectifs. À partir de 2024, ça concerne toutes les copropriétés avec un échelonnement, comme on a pu connaître sur l'immatriculation des copropriétés, en fonction du nombre de lots et la particularité en fonction aussi de leur situation géographique. Donc 2024, 2025, 2026, plus de 200 lots, entre 50 et 200, moins de 50 lots, et 2028 pour les copropriétés qui se situent dans les départements d'outre-mer. Voilà. Donc ils auront dû faire réaliser un DPE collectif qui doit être intégré dans le plan pluriannuel de travaux. Voilà. Donc le plan pluriannuel de travaux doit être basé sur... alors, en tout cas, les DPE collectifs vont servir à l'établissement du plan pluriannuel de travaux, puisque un DPE collectif, rapidement, hein, on voit où sont les passoires thermiques. Oui. Et donc, ça permet de dire quelles seraient les premières passoires thermiques, elles sont où? La première passoire thermique, c'est quoi? Les fenêtres, c'est... Ça dépend. On va le voir tout à l'heure. Cette question est très performante. On va le voir tout de suite avec Eric Louraud, qui est technicien, qui va nous l'expliquer. Et tu verras qu'elles sont nombreuses. Elles ne sont pas forcément là où on les attend. D'accord. Voilà. Donc, il y a... alors, c'est demain la mise en place du plan pluriannuel de travaux. C'est dès l'année prochaine, dès 2022. Les syndics vont devoir proposer aux copropriétaires l'établissement de ce plan. Et l'année qui suit l'établissement de ce plan, ils vont devoir mettre au vote, alors pas faire voter
pour au moins, hein, pour ou contre, mais mettre au vote la validation de ce plan. Voilà. Du plan, c'est des travaux en fait. Du plan, alors pas les travaux, la validation du plan avec l'échelonnement des travaux à réaliser. D'accord. Voilà. Alors, tout ou partiel. Voilà. Et les années suivantes, en fonction de ce qui aura été décidé, il faudra que le syndic, en collaboration avec les conseils syndicaux, permette aux copropriétaires de statuer sur la réalisation effective des travaux avec devis, maîtrise d'œuvre, etc. Voilà, puisque on parle, d'une manière générale, on parle de gros travaux. Hein. On a dit économie d'énergie, sauvegarde de l'immeuble, sécurité et santé. Ouais. On ne parle pas de la réfection d'une cage d'escalier. Tout à fait, oui. Voilà. Exactement. Et ça, c'est important. Alors, on dit des acronymes, mais il faudra que les copropriétaires s'y habituent. PPT, plan pluriannuel de travaux. DPE, on le redit, mais tout le monde sait ce que c'est. C'est un diagnostic de performance énergétique. Et on va voir qu'on va en avoir d'autres. Donc, clairement, Magali vient de le présenter. Les copropriétés vont devoir établir ces plans pluriannuels de travaux qui consistent, ce sera un état des lieux de la copropriété avec le programme de travaux à réaliser. Se pose bien évidemment le nerf de la guerre, c'est le financement. Qui va payer? Exactement. Alors qui en grande partie, on sait, il ne faut pas se leurrer, sont les copropriétaires. On verra la partie aide, encore une fois, tout de suite, avec nos intervenants. Mais clairement, le financement des travaux, c'est aux copropriétaires que ça incombe. Et dans la lignée du PPT, du plan pluriannuel de travaux, le législateur vient renforcer le fonds de travaux. Dans le cas où un copropriétaire est réticent ou ne peut pas payer? Alors, le législateur a permis que les syndics disposent de tous les moyens pour recouvrer les sommes. Ouais. On est dans des phases contentieuses. C'était d'ailleurs un objet de nos premières assises de la copropriété, le recouvrement des charges. C'est malheureusement une casquette qui nous échoit et qui ne donne pas la meilleure image de notre métier, parce que c'est aussi notre rôle de relancer, de recouvrir les charges de copropriété. Mais bien évidemment, c'est un rôle capital, puisque sans finance, la copropriété ne peut pas statuer. C'est rare, il faut dire, l'occasion est donnée, je le redis, le patrimoine et le parc immobilier français, contrairement à ce que veulent laisser croire certains organes, est quand même en bon état. Il est bien entretenu. On a effectivement des immeubles en mauvais état, mais globalement, le parc est en bon état. Et pour le garder en bon état, tous les copropriétaires connaissent ce qu'on appelait le fonds Allure, qui était le fonds de travaux obligatoire, qui se calculait sur un minimum de 5% du montant du budget prévisionnel. Et bien, avec le plan pluriannuel travaux, ça va évoluer. Ce plan dont vient nous parler Magali, il faudra le financer. Et pour ça, le législateur a prévu donc, un fonds de travaux obligatoire. Il faut le rappeler, les copropriétés ne peuvent pas déroger à la constitution de ce fonds et il est impératif pour la préservation du bâtiment. Magali l'a dit, je le redis rapidement, le fonds travaux ne pourra servir qu'à financer 4 types de travaux, que 4. Le plan en lui-même, les travaux issus du plan, qui, Magali l'a dit, ne peuvent être que des travaux qui atteignent à la structure ou à l'isolation du bâtiment. Donc les travaux également commandés en urgence par le syndic. Pareil, on peut imaginer un problème de toiture grave, un problème de structure. Donc, ça reste des travaux de sauvegarde. De sauvegarde, exactement. Donc ce qui était des travaux à faire deviennent des travaux de sauvegarde, donc qui rentrent dans une loi. Parce qu'avant, on se disait, la toiture, on verra plus tard, on met un seau dessous, si ça coule, là, ça devient... Ça rentre dans une législation. Pas obligatoirement. Les travaux de sauvegarde, lorsque vous avez une toiture qui s'envole, qui s'effondre, il n'y a pas obligatoirement eu de signe avant-coureur. Ça existe. Je veux dire, un plancher qui subit un affaissement, jusqu'à la veille, tout allait bien. Voilà, donc ça... la majorité du temps, ce n'est pas anticipé. Il y a un degré d'urgence. Il y a un degré d'urgence. Degré d'urgence. Voilà. Et donc, toujours pareil, sur ces travaux d'urgence, se pose tout de suite la question du financement. Parce que les copropriétés financent le budget prévisionnel, mais n'ont pas forcément une épargne pour financer d'autres travaux. Donc, et la grande nouveauté, elle est là aussi. Encore une fois, on avait l'habitude 5% du montant du budget, habituellement. Donc, demain, le PPT, ce sera soit 5% du montant du budget prévisionnel, et 2,5% du plan pluriannuel de travaux. Donc c'est
et ce sera la somme la plus élevée des deux. Donc si on prend un cas rapide, je ne veux pas saillir les gens de chiffres, mais si on prend une petite copropriété, les exemples les plus parlants sur une petite copropriété, précédemment on avait un fonds allure de 5% sur un budget de 10 000 €, ça fait 500 €. On voit que la somme était très très faible pour envisager à terme des travaux. Si pour cette même copropriété, demain, le plan pluriannuel de travaux prévoit des travaux, je prends une somme de 100 000 €, et c'est des sommes qui s'atteignent, qui ne sont pas déraisonnables, 100 000 €, 2,5% du PPT, ça fait 2 500 €. Oui. Donc là, on est sur une somme un peu plus cohérente pour financer des travaux. J'attire juste l'attention, c'est que on a eu l'habitude de dire que le fonds allure a augmenté les charges des copropriétaires de 5%, puisqu'il fallait une épargne minimum de 5%. Dans l'exemple que je viens de donner, ce n'est pas 5% d'augmentation des charges trimestrielles, c'est 25%. Alors, encore une fois, je veux faire peur à personne, il n'est pas question de crier au loup. Tu as un problème avec mon calcul de maths, tu veux que je te le explique ? 2500 sur 100 000 Non, mais sur un budget de 10 000 €. Ah, sur 10 000, d'accord, oui. Parce que parce que j'étais resté sur 100 000, c'est tu as raison, c'est les 2,5% sur 100 000. Mais rapporté à mon budget de 10 000 €, le copropriétaire qui a l'habitude de appelle le fonds sur 10 000 €, si on lui appelle 2 500 €, ça va augmenter les charges donc de façon importante. Donc encore une fois, il ne faut pas faire peur, mais il faut être conscient des enjeux. Aujourd'hui, il faut être conscient que les bâtiments doivent être entretenus, je pense aussi. Donc, mais encore une fois, Eric, je te le redis, les bâtiments, en tout cas, tous les professionnels qui sont autour de la table, bien évidemment, dans les portefeuilles que nous gérons, il y a des immeubles potentiellement qui ont besoin de plus de travaux que d'autres. Mais nous n'avons pas ou peu d'habitat dégradé. Non, je ne parlais pas d'habitat dégradé. Je disais que pour le bien d'un bâtiment, il vaut mieux l'entretenir tout le temps que d'attendre 10 ou 15 ans et dire d'un coup, il faut tout refaire. Mais c'est la majorité du patrimoine français. Il est entretenu régulièrement. Voilà. Par contre, la nouveauté, et quelque part c'est pas une nouveauté, mais l'obligation vient d'intégrer la dimension à économie d'énergie. Voilà, la dimension énergétique et écologique. Voilà. Et c'est la nouveauté, ce sont des travaux qui coûtent. En fait, le bâtiment peut être dans un bon état d'entretien, mais c'est pas pour autant que énergétiquement il est viable. Et c'est là où, justement il y a un gros axe, et c'est là où l'État met le paquet pour qu'énergétiquement les bâtiments ne soient plus des passoires thermiques et qu'on ait des lettres énergétiques meilleures. Exactement, et il met le paquet, et c'est tout à fait un sujet d'actualité, notamment avec le coût des matières premières. On en parle, ne cesse d'en parler en ce moment, l'augmentation du prix du gaz. Il faut savoir que une grande majorité des copropriétés en chauffage collectif sont chauffées avec du gaz. Couplé à ça, les augmentations de taxes et autres, l'enjeu de cela est majeur pour les copropriétés, et effectivement à terme pour leurs charges, puisque si on augmente leurs charges dans un premier temps pour financer des travaux, à terme on maîtrisera les charges parce que les bâtiments seront pas mieux entretenus, ils sont entretenus, mais ils seront mieux isolés, ils seront plus performants énergétiquement. Voilà, juste pour terminer, si tu veux bien, 30 secondes. Donc, ce plan pluriannuel de travaux va entrer en vigueur, et comme l'a dit Magali tout à l'heure, là aussi, il rentre en vigueur échelonné, mais les échelons sont demain. C'est-à-dire qu'à compter du 1er janvier 2023, pour les copropriétés plus de 200 lots, il faudra donc mettre en place ce fonds travaux basés sur le PPT, 2024 pour les copropriétés entre 50 et 200 logements, et à compter de 2025 pour toutes les copropriétés. Voilà les grandes données sur cette principale donnée de la loi climat et résilience, et j'espère du coup on a répondu à ta question d'introduction. J'ai presque tout compris. Je regarderai un replay quand même. On continue ? On continue. Alors, la deuxième partie, si tu veux, de cet atelier, on a proposé de faire appel à Monsieur Laureau de la société Eleven, qui est je vais le laisser se présenter lui-même, il le fera mieux que moi, qui sont des gens avec qui on est de plus en plus amené à travailler dans les copropriétés. Merci de nous recevoir. Bienvenue à toi. Donc, bureau d'études, Éric Laureau. Je suis le président du bureau d'études Eleven. Donc nous, simplement pour dire rapidement ce qu'on fait, au niveau du bureau d'études Eleven, on a 3 grands domaines de compétences. L'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui est façade, toiture, menuiserie extérieure. En tant que bureau d'études et maître d'œuvre, donc on a un bon niveau d'expertise dans ce domaine-là. Tout ce qui est énergétique, donc génie climatique, les réseaux, le chaud, le froid, toute la partie diagnostic,
diagnostic, audit, donc tout vraiment ce qui nous Ce qui intéresse va et ce aujourd'hui. qui ne va pas dans une maison. Tout à fait, et dans des bâtiments de façon dans les plus bâtiments. générale. Oui. Et après la partie structure dont on parlait, où sur Eleven Structure, on fait tout ce qui est renfort de structure, quand on a des fissures qui sont un petit peu gênantes, où on peut être amené à avoir des arrêtés de péril sur certains immeubles. Donc reprise en sous-œuvre, renfort de plancher, renfort de charpente. Donc, voilà. On a 3 domaines et c'est important pour moi de les présenter parce qu'il y a une certaine cohérence. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse dans cette nouvelle réglementation, c'est d'avoir cette cohérence sur l'immeuble et de plus focaliser sur un sujet. C'est vrai qu'en termes de réglementation, jusqu'à maintenant, on avait tendance à focaliser sur certains sujets. Le point positif aujourd'hui, c'est qu'on voit l'immeuble dans son intégralité. Et au niveau énergétique, on va vraiment tout regarder. Une question comme ça, la fissure, elle fait partie de la vie d'un immeuble malgré tout. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Parce que des fois on voit des immeubles qui sont tout neufs, qui ont ce qu'on appelle des micro-fissures. Bon, après il y a celles qui s'ouvrent, il y a celles qui se referment en fonction des saisons aussi. Tout à fait. Oui. Nous, notre rôle, c'est justement de définir si c'est grave ou pas. Donc, parfois, on va mesurer la taille, on va voir comment ça évolue, et puis tout peut bien se passer. Ouais, j'ai vu, on met des petits témoins. Voilà, on met des témoins pour mesurer ça et on relève. Maintenant, il y a plein de... On pourrait faire il y a faire plein un de atelier. techniques. On pourrait Ouais. faire un atelier Il y a là-dessus. plein de techniques maintenant pour mesurer les le temps fissures. nous étant compté, si tu veux bien, si vous voulez bien, je voudrais juste qu'on revienne, parce qu'effectivement c'est un sujet capital, les fissures et les désordres, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, et qu'on attaque, parce que le temps nous étant compté, sur les aides, puisque l'enjeu, tu l'as compris, c'est la rénovation énergétique. On a vu comment les copropriétés vont devoir financer par leurs propres moyens. Maintenant, l'idée, c'est de voir comment ce que l'État a mis en place pour aider les copropriétés à financer cette transition énergétique dans les copropriétés. Tout à fait. Donc le législateur donne des obligations copropriété, mais les aide aussi, notamment dans le cadre de MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place depuis le début de l'année, qui est venu remplacer ce qu'il pouvait y avoir en crédit d'impôt notamment. Et dans le cadre de MaPrimeRénov', le législateur a pris 3 grands axes en fait. Il a dit sur les copropriétés qui ont plus de 15 ans, où on a une part de résidence principale qui est supérieure à 75%, donc on n'est pas sur les résidences secondaires, on est vraiment sur les logements où les gens vivent à l'année. Ces copropriétés, à partir du moment où elles font 35% d'économie d'énergie, sur ces 35% d'économie d'énergie, nous on va venir financer les travaux quasiment à hauteur du pourcentage d'économie d'énergie. Donc j'extrapole un petit peu, 35% d'économie d'énergie sur les consommations énergétiques de la copropriété, 35% de financement de travaux, et ce jusqu'à 80%. L'État peut financer jusqu'à 80% des travaux. Bon, on est entre nous, ou presque. 80%, c'est un peu compliqué. Voire impossible. Parce que En rénovation, c'est très compliqué d'atteindre 80%. Donc, Déjà, on voit que d'atteindre le seuil de 35%. déjà 35%, c'est d'énergie, quand même sympa. c'est sympa, mais on se rend compte, et c'est une des difficultés que nous avons praticiens au quotidien, c'est qu'on se rend compte qu'il est très difficile d'atteindre ce seuil. Tout à fait. Aujourd'hui, pour atteindre 35% d'économie d'énergie, le gros axe, ça va être la production. Donc la production d'énergie dans la copropriété. Alors sur les copropriétés à chauffage collectif, on va travailler sur la chaufferie. Si on est encore sur des copropriétés à chaufferie fuel et qu'on les passe au gaz, même si le coût du gaz augmente, c'est énormément valorisé aujourd'hui, ça par l'État. Donc sur simplement un remplacement de chaufferie, on va presque pouvoir faire ce switch des 35%. Mais en collectif, les chaufferies au fuel vont disparaître aussi, non? Alors, oui, elles en prennent le chemin. Quasiment toutes disparu. Il en reste quelques-unes. Ouais. Elles sont rares, mais il en reste effectivement quelques-unes. On est principalement sur des chaudières gaz en collectif. On voit apparaître des chaudières à copeaux de bois en copropriété collective. J'ai passé 48 heures la semaine dernière avec Falaise Énergie, donc oui, c'est très enrichissant à savoir et c'est un bon format. J'ai compris que tu as bien maîtrisé le Oh oui, dossier du copeau de j'ai bois, appris c'est un pour ça. métier Voilà. en 48 heures. Mais il faut savoir qu'en copropriété, en tout cas pour les exemples que je connais, les copropriétés équipées de copeaux de bois sont quand même couplées à du gaz, pour des questions de capacité, de puissance et d'adaptation du besoin. Donc voilà, on a toujours ces deux énergies, en tout cas dans les exemples dans la région. Est-ce que ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que voilà, donc
principalement en travaillant sur la production, on va réussir à atteindre ces 35%. Donc des exemples très concrets, chaufferie fuel qu'on va basculer au gaz, ou chaufferie gaz ancienne génération qu'on va moderniser et on va partir sur des systèmes à rendement beaucoup plus intéressants et moins énergivores. Donc ça va être vraiment le premier axe de valorisation d'énergie dans les copropriétés à chauffage collectif. La problématique, c'est que toutes les copropriétés ne sont pas à chauffage collectif et il y a beaucoup de chauffage individuel. Plus que toutes les copropriétés, c'est à peu près 85% des copropriétés qui sont au chauffage individuel. Surtout dans la région. Oui, surtout. Donc quand on est à chauffage individuel, la problématique est un peu plus complexe. Il faut essayer déjà de travailler sur la production de la même façon, mais à ce moment-là, il faut adapter la production individuelle. Alors on peut faire du collectif pour l'individuel. Typiquement, on peut mettre en place des groupes froids pour pouvoir alimenter à l'échelle de la copropriété des climatisations réversibles. Alors ça, c'est un petit peu un paradoxe de la loi, parce que en termes énergétiques pour la planète, la clim, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non. Par contre, c'est fortement valorisé dans le cadre de MaPrimeRénov'. Voilà. Il faut des paradoxes, ça c'en est un. Le problème, c'est qu'on est obligé de gérer le chaud et le froid. Et le problème de la clim, c'est que ça fait les deux. Donc il est compliqué intellectuellement de se dire je mets une clim qui fait chaud et froid et je vais mettre une chaudière. Donc là, c'est l'idée. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire dans les copropriétés où on n'est pas à chauffage collectif, on essaie de pousser un petit peu les copropriétaires à partir vers cette solution-là. De dire, voilà, si vous avez... Alors ça s'inscrit dans un projet, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces travaux, MaPrimeRénov' et les aides, c'est très intéressant, mais il faut que ça s'inscrive dans un projet sur une copropriété où il n'y a quasiment pas de travaux à faire. On ne va pas commencer à parler de MaPrimeRénov'. Mais par contre, dans une copropriété où on s'inscrit dans le cadre d'une rénovation, d'une chaufferie, d'un ravalement de façade, d'une réfection de toiture, là on peut aller chercher des aides. Mais il faut qu'à la base, il y ait une volonté, il y ait une vraie volonté. Oui, tout à fait. Et la conclusion, enfin je ne sais pas si on peut parler de conclusion, mais ce qu'on en retient, nous professionnels, c'est que 35% d'économie d'énergie dans les copropriétés, c'est très compliqué à atteindre. Et donc ça, il faut dire les choses, ça n'ouvre pas grand le panel des aides pour les copropriétés. Et deuxièmement, on a beaucoup de copropriétés en chauffage individuel qui donc potentiellement n'atteindront pas le seuil des 35% d'économie d'énergie. Et donc là, il faut que les gens le traitent potentiellement en individuel pour l'énergie, puisque ça reste. Et au niveau de la collectivité, pour les parties communes, on va le voir tout de suite avec l'isolation et d'autres techniques. Voilà. Pour nous, l'enjeu, il est là. Les aides sont là, mais est-ce qu'elles sont vraiment dimensionnées pour le parc que nous gérons? Ce n'est pas le sentiment que nous en avons aujourd'hui. Donc sur l'isolation, simplement pour faire la transition avec M. Bénistry, effectivement l'isolation, ça reste une solution qui est intéressante dans la copropriété. Isoler les façades, isoler les toitures, c'est déjà une obligation. Isoler les façades, c'est devenu entre guillemets une obligation. Il y a maintenant 3 ans, le législateur a dit ravalement de façade en copropriété ou ravalement de façade en général, isolation. Ça m'enlève ma question. Pardon. Je voulais savoir ce qui était le mieux, c'est s'isoler individuellement, et on sait que c'est compliqué, ou périphériquement. En plus, Philippe Bénistry voilà. répondra à ta question dans quelques Tout à l'heure, instants. voilà. Tout à fait. Et juste dans la lignée de ce que vient de dire M. Leroux, c'est qu'il faut aussi, et c'est le slide qui est diffusé à l'écran actuellement, c'est que pour bénéficier des 35%, quand on peut y prétendre, il faut que la copropriété envisage un pack de travaux. Nous, syndic, on est généralement, et les copropriétaires sont habitués à faire le ravalement une année, la toiture une autre année, la ventilation une année suivante. Là, non, l'esprit du législateur, c'est pour atteindre les 35%, il faut que les copropriétés fassent un pack de travaux, c'est-à-dire qu'ils votent dans la même année les façades, la toiture, la VMC, et on atteint des sommes de travaux importantes, ce qu'on ne voit pas. Je suis, moi, syndic, assez jaloux des sociétés publiques de logements sociaux qui, en tout cas dans ma ville, font des rénovations qui nous font pâlir parce qu'elles font des isolations magnifiques de façades extérieures de tous les bâtiments, ils refont des toitures, des garde-corps en truc, et quand on arrive en copropriété, on est un peu le parent pauvre parce que tout ça, ça coûte, et nos copropriétaires
propriétaires n'ont pas les moyens de financer tous ces travaux et on est obligé de l'étaler. La volonté de l'État est bonne, est-ce qu'on y arrivera? Voilà, on a besoin d'aide, j'allais dire. Je pense qu'on a besoin d'aide un peu plus de l'État pour ces travaux. L'économie d'énergie, effectivement, doit être atteinte en une fois. Donc l'exemple qui passe est assez intéressant parce qu'il y a quand même des copropriétés qui s'y prêtent très très bien. Là, on est dans le cadre d'une copropriété où on devait remplacer la chaufferie fuel. Donc effectivement, tout de suite, c'était intéressant. On en a profité pour isoler les planchers bas. Et rien qu'en faisant ça, on a atteint 44% d'économie d'énergie sur cette copropriété. Donc le budget de travaux était de 212 000 €. C'était des travaux que la copropriété devait de toute façon faire. Et sur ces 212 000 € qu'elle préfinance de toute façon, elle a bénéficié de 70 000 € d'aide. Donc dans ce cas-là, c'est du sonnant et trébuchant. Et ces aides, effectivement, c'est déjà les aides qui sont données par l'État, sans compter l'économie que va faire la copropriété demain sur sa consommation énergétique. Pour les aides, Arnaud, on fait l'avance et on est remboursé ou c'est déduit? Monsieur Laureau vient de le dire très justement, Il les copropriétaires font l'avance. Et ensuite, c'est bien ce que j'avais compris. Je voulais être sûr. Et c'est quoi un plancher bas? Alors les planchers, c'est les planchers en sous-face des immeubles généralement. D'accord. C'est un plafond de cave. Voilà. Plafond de cave. On s'est rendu compte que effectivement, ça c'était rarement isolé. Et la déperdition énergétique, pour faire la transition avec Monsieur Bénistry, la déperdition énergétique se fait beaucoup en toiture, en plancher bas et aussi en façade. Voilà, la transition est toute trouvée, Monsieur Bénistry, c'était Tolins. Alors, je suis navré, mais le temps nous est compté, mais on compte sur vous pour être concis et efficace. En tout cas, merci. Je suis Philippe Bénistry, je représente la société Tolins. Nous fabriquons et distribuons des produits de peinture et de décoration. Et entre autres, nous parlons aujourd'hui façade, donc de l'extérieur et de l'intérieur. Et allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'isolation thermique par extérieur, communément appelée ITE. Et c'est un des moyens qui va permettre, dans la recherche, de rendre un bâtiment moins énergivore, économie d'énergie, une réponse du bureau d'études qui, par un système d'isolation thermique, va permettre d'arriver à ses fins et à ce but. Donc un système qui d'abord est reconnu par l'État, qui rentre dans les dispositions que vient d'évoquer M. Laureau, et qui apporte surtout du bien-être. Voilà, ce qui est marquant, Eric, si tu vois le slide qu'on diffuse, tu as le deuxième point qui s'appelle les traités, les ponts. Tu as cette façade et on voit que les principales déperditions d'énergie viennent par les planchers. Ce qui n'est pas intuitif. On pense qu'au début, c'est forcément les parois. Les planchers sont une des causes. Je vais juste, avant de parler de la photo numéro 2 et des ponts thermiques, répondre à monsieur concernant... on parlait tout à l'heure d'isolation personnelle, chacun chez soi, on s'isole. Oui, c'est... Alors, il n'y a pas 50 solutions. Aujourd'hui, chacun devait s'isoler. On parlerait d'isolation thermique par l'intérieur. Et nous, on parle d'isolation thermique par l'extérieur. Donc cette isolation dont on parle aujourd'hui a différents avantages. Le premier, c'est qu'on va ne pas causer de désagréments chez l'habitant, donc dans l'appartement. Ouais. Ne pas perdre des mètres carrés. Très important, c'est le point numéro 2. On n'aura aucune modification de la surface de l'habitat. Ça, c'est très important. Qui peut être assez conséquente, on s'en rend pas compte. Voilà, mais donc on peut, bien sûr, si on vient s'isoler par l'intérieur, on va obligatoirement avoir une surface réduite. Le troisième point, c'est qu'on va bien sûr traiter ces ponts thermiques. J'y reviendrai après. Et le quatrième point, c'est qu'on va en plus, j'irai apporter ce bénéfice de protection du bâtiment et de la maçonnerie existante. Aussi. Puisqu'on vient bien sûr, avec un système d'isolant et une finition décorative, protéger le bâtiment dont on parle. Pour en revenir au pont thermique, le pont thermique c'est un peu ce qu'on regarde avec, en photo numéro 2, prise avec une caméra thermique. C'est en fait tous les points froids qu'on va avoir à traiter pour empêcher bien sûr que ce froid rentre à l'intérieur de l'habitat. Et les planchers que l'on voit vraiment bien marqués, sont traités entre autres par l'isolation thermique par l'extérieur, comme différents points qui sont aussi des ponts thermiques, il n'y a pas que celui-ci. Mais celui-ci peut être un des principaux. Là, on le voit bien. Voilà, un des principaux. Donc, le seul moyen de le traiter, c'est par l'extérieur. C'est par l'extérieur. Alors, pour essayer d'être très concis sur ce sujet, je dirais que l'isolation thermique, bien sûr, on va bénéficier de la recherche technique, que l'on attend à travers ce traitement.
Et surtout, je dirais que c'est 2 opérations en une. C'est qu'on va, d'une manière, traiter techniquement cette recherche et surtout ravaler le bâtiment et apporter une décoration voulue. Donc on fait en fait 2 opérations en une. C'est important puisqu'il n'y a pas l'isolation qui plus tard nécessitera de faire un ravalement. On fait en même temps le ravalement de façade. On fait le ravalement. On est d'accord. Tout à fait. Voilà, donc... D'ailleurs, c'est aussi un temps. le traitement de l'ITE ne s'inscrit que dans le cadre d'un ravalement de façade. On disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait une volonté de travaux. Ben, la mise en place d'un Bien ITE, sûr. elle se Bien fera sûr. dans le cadre d'un Bien sûr. ravalement de façade de la copropriété. Bien sûr. On va vraiment s'inscrire sûr. dans cette démarche. Je vais devancer peut-être un questionnement qui nous revient souvent, nous, parce qu'on nous dit oui, mais dans le sud, il fait chaud, on n'a pas froid. Je l'ai vécu pendant Vous allez 48 poser la heures. question Oui, j'allais poser la question. Voilà, Bon, c'est la question où dans le sud, on se dit il Bon, fait pas froid. Donc voilà. Donc je vais répondre à la question, parce qu'elle est souvent posée, et il ne faut pas oublier aussi que le système d'isothermique par extérieur, ITE, effectivement est très efficace pour se protéger du froid et avoir une bonne chaleur ambiante. Mais dans la région du sud, pour nous, où il fait quand même relativement chaud, on a aussi un confort thermique où on va avoir une fraîcheur existante grâce à ce système. Tout à fait. On isole dans les 2 cas. Exactement. Le confort d'été. Mais Exactement. c'est bizarre intellectuellement, c'est que la chaleur, quoi. Je l'ai vécu pendant 48 heures pour notre truc. Les gens, c'est que la chaleur. Mais ça isole aussi du... Exactement. À l'inverse, Et l'été, ça isole aussi du soleil. Et le législateur incite à créer donc une isolation thermique par l'extérieur, puisque la loi climat et résilience a même instauré un nouveau droit qui ne s'était jamais vu, qui est le droit au surplomb, qui est donc un droit particulier puisqu'il permet à une propriété d'empiéter sur l'assise foncière voisine jusqu'à 35 cm. Et c'est devenu un droit. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous êtes en centre-ville, avec des immeubles dits ce qu'on appelle de village, c'est-à-dire que vous avez une façade avant-arrière, ou même sur les côtés, vous avez des pignons qui surplombent les voisins, et bien vous avez le droit de prendre jusqu'à 35% d'empiètement aérien pour isoler par l'extérieur vos façades. Il y a une nouveauté. C'est une nouveauté, ça n'existait jamais. Donc c'est vraiment pour inciter les bâtiments à créer une isolation thermique par l'extérieur. Alors, on est en attente de décrets d'application, de mise en œuvre. Ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir des procédures d'information de la propriété au bénéfice de la propriété voisine, avec un droit à indemnisation, un droit d'opposition sous conditions et délais. Mais c'est un droit qui vient d'être mis en place. Je pense que ça va créer quelques contentieux. C'est fort possible. Voilà. Mais donc, des fois, les voisins ne sont pas commodes. Voilà, mais ça dénote clairement la volonté du législateur de dire il faut isoler les bâtiments, il faut le faire. Il faut aussi faire bien des travaux d'économie d'énergie. En termes de centimètres, c'est combien de centimètres l'isolation extérieure? 14 cm, réglementairement aujourd'hui. Donc bien sûr avec différents isolants qu'on emploie, qui répondent à des critères techniques et d'une manière aussi écologique, sur lesquels surtout on peut venir apporter différents décors et retrouver vraiment cette recherche dans le ravalement qui est important, le côté esthétique. Il va y avoir un problème si on est 14 cm sur un trottoir de 80, ça fait beaucoup. Après, c'est déclarer toutes les configurations. Juste parce que le temps nous est compté, il faut qu'on je vois qu'on avait 20 minutes, on en est à 40. Voilà, donc on va conclure. Juste pour dire, pour avoir fait des chantiers, les copropriétaires sont toujours sceptiques a priori. Et une fois que c'est fait, les copropriétaires, en tout cas les exemples que j'ai eus, étaient ravis du résultat en termes de confort. Je pense personnellement que c'est la meilleure solution. Voilà. Excellente synthèse. Messieurs, merci. Merci. Merci à vous. Merci Merci de votre invitation. Merci.